Voilà. Alors l'objectif de ce temps de ce midi, déjà merci beaucoup à tous et à toutes d'être présents, d'avoir répondu présent à ce temps. C'est vraiment de partager autour de ce thème du lien social comme levier de développement territorial avec nos invités donc, qui sont là, Laurine et Alassane. Je ne sais pas si vous pouvez faire un coucou pour tout le monde. Voilà. Donc merci beaucoup à vous deux voilà, de nous accorder du temps ce midi et de pouvoir parler de vos expériences. Donc l'idée c'est vraiment qu'on ait un format de non, ah vous ne voyez aucune webcam. Non, il n'y aura pas de choses à voir, ça va vraiment être un échange, un temps d'échange. Donc justement c'est vraiment l'idée d'avoir un temps de discussion qui va avoir, on va dire, 5 étapes. Déjà, on va s'interroger, je vais questionner Laurine et Alassane sur leur vision. Pourquoi, en fait, ils sont aussi investis au service du lien social. Ensuite, concrètement, comment ils agissent. Puis, l'impact qu'ils ont pu observer de, justement, cette construction, cette construction du lien social sur leur territoire. Et enfin, les apprentissages qu'ils ont pu faire. Et ensuite, on aura un temps de questions-réponses par rapport à tout ça. Donc, on va essayer de prendre vraiment les questions au fur et à mesure, notamment si elles sont reliées à ce dont nos invités sont en train de parler. Mais on gardera aussi un temps pour la suite pour les questions. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à partager tout au long du séminaire, à ajouter aussi des éléments, pas des questions, vous pouvez aussi avoir des envies de partage qui vous viennent. Moi, je vais me présenter brièvement, présenter aussi l'association Active Action qui organise ce webinaire et vous expliquer aussi pourquoi est-ce qu'on parle d'un tel sujet. Est-ce que toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre peuvent vérifier que vous avez votre micro fermé? Merci beaucoup. Alors, juste pour faire un tout petit sondage très rapide, qui parmi vous connaît déjà l'association dont je fais partie, donc Active Action? Ok. Ok. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Ok, à peu près un tiers d'entre vous. Donc, juste pour vous expliquer, donc on est une association qui existe depuis 2014 et qui vise à agir de manière systémique pour transformer la vision qu'on peut avoir d'une période de recherche d'emploi pour la transformer en une expérience constructive et pouvoir agir pour bâtir le monde du travail de demain. Donc, on travaille avec l'ensemble des acteurs concernés par ce changement, donc aussi bien les personnes en recherche d'emploi elles-mêmes, quel que soit leur âge, leur parcours, leur situation, leur niveau de diplôme, mais aussi les structures d'accompagnement et d'insertion, les entreprises et les politiques publiques. Et donc, on développe et on anime des communautés d'entraide pour développer son potentiel pendant sa période de recherche d'emploi. Et aujourd'hui, on compte plus de 3500 ateliers pour plus de 17 000 participants dans une trentaine de villes à travers différents pays aussi, puisque l'idée, c'est que chaque personne a la possibilité d'elle-même être formée pour elle-même animer des groupes, pouvoir aussi utiliser cet espace-là pour tester des choses et expérimenter des choses qu'elle a testées, créer son propre atelier. On développe aussi de plus en plus un collectif d'entraide pour des professionnels de l'emploi, du social, de l'insertion, donc quelle que soit leur structure, leur parcours, leur formation, pour justement pouvoir échanger, pouvoir parler de nos difficultés, s'enrichir mutuellement, créer du lien et construire ensemble le monde du travail de demain, justement. Donc notre action, elle est basée sur une diversité totale en termes de personnes, de catégories socioprofessionnelles, mais aussi de territoires. Et donc, c'est pour ça que depuis 2017, on a progressivement développé un ancrage sur une dizaine de quartiers de la politique de la ville, entre l'Eurométropole de Strasbourg, Est Ensemble et la métropole bordelaise. Et l'idée, c'est vraiment de faire vivre cette volonté de diversité territoriale au sein de notre association, de faire vivre nos valeurs. Et on s'est très vite aperçu que notre action, finalement, dépassait aussi le cadre strict de l'emploi et que pour avancer, on devait bâtir des liens de confiance forts
avec non seulement les habitants, mais aussi avec tous les acteurs du territoire, et que le lien social qu'on mettait en œuvre au sein de nos ateliers et plus largement dans la dynamique d'entraide avait vraiment eu un impact fort sur la capacité du territoire à réagir, à s'adapter et à surmonter les difficultés liées à la crise sanitaire, et plus largement d'appuyer en fait le développement général des quartiers, et donc d'appuyer vraiment le développement du potentiel de chacun, en particulier des personnes sans emploi, pour pouvoir aller vers un emploi satisfaisant. Donc on s'est rendu compte que tout ça allait vraiment de pair, tout allait ensemble. Et donc, ce constat, on va dire, basé sur l'expérience, a été aussi nourri par des apports de recherche, notamment en géographie économique. Et plus particulièrement, on a, voilà, sur les questions de territoire apprenant, de l'importance cruciale de ce qu'on appelle le capital social du territoire, donc, qui est constitué, donc je vous le donne en mille, par justement la confiance, et les liens sociaux. Donc, quand on parle de confiance, c'est vraiment à tous les niveaux, aussi bien au niveau de la confiance en soi, la confiance en les autres et la confiance en l'avenir. Donc, notre action, elle se développe vraiment en complémentarité avec les forces vives des territoires. Et notre outil de travail, c'est la confiance, c'est le lien social. Et c'est ainsi que du coup, on a fait la connaissance d'Alassane et de Laurine, avec qui on partage énormément de valeurs et aussi une vision commune. Donc, je vous remercie vraiment tous les deux d'être présents. Et voilà, notamment, un des gros points qu'on partage, c'est que la confiance, ça ne se décrète pas, ça se travaille. Et la création de liens sociaux, c'est vraiment, ça demande un fort investissement sur ces enjeux de confiance à tous les niveaux. Et voilà, comme nous, on est dans une volonté de partage et de transmission interterritoire, on croit vraiment que les apprentissages des uns peuvent être utiles aux autres. Et donc, c'est vraiment dans la philosophie de notre association de proposer ce genre de temps, qui sont des temps de partage et d'apprentissage mutuel. Donc voilà, donc vraiment merci à tous, et merci en particulier à Laurine et à Alassane de nous accorder de leur temps. Et sans plus tarder, je vais les présenter et après je vous passerai la parole. Donc je leur ai demandé de me partager chacun une chose qu'ils aiment faire et une anecdote, enfin voilà, quelque chose, s'ils le souhaitaient, une anecdote. Donc Alassane, c'est le directeur du centre socioculturel Guy Tofoletti à Bagnolet, qui est dans le 93. Et c'est une personne qui aime relever les défis, il aime être dans l'action, c'est un compétiteur, il aime beaucoup le sport. Tu ne nous as pas précisé quel sport, Alassane, mais j'imagine beaucoup de sports. L'athlétisme. L'athlétisme. Et la boxe pétanque, j'aime bien aussi. Ok. Et les sports les sports collectifs également. Moi, j'aime le sport dans son ensemble. Ouais, j'ai l'impression que c'est beaucoup de sports, du coup, différents. Ok, merci beaucoup. Et Laurine, donc, est la coordinatrice du collectif Horizon, qui est à Strasbourg. Et ce qu'elle aime, c'est les origamis, parce que c'est une activité qui demande d'être créatif, minutieux, et qui permet de transformer d'un bout de papier en quelque chose en 3D. C'est très satisfaisant. Et une petite anecdote, c'est qu'il y a quelques années, elle travaillait à la fois pour Horizon et en même temps dans un musée. Et donc, elle s'est retrouvée dans le carnaval de Haute-Pierre, qui est un des quartiers de Strasbourg, déguisée en coccinelle, et il y avait un petit garçon qui l'avait vue il y a quelques jours avant dans une visite du musée, qui n'en revenait pas de voir la dame du musée déguisée en coccinelle, et qui en parlait à tous ses copains qui ne comprenaient pas comment c'était possible que la dame du musée se retrouve déguisée en coccinelle au carnaval de Haute-Pierre. Voilà, donc ça c'est pour l'anecdote de Laurine. Et sans plus tarder, du coup, je vais vous poser la première question qui est par rapport à votre vision, justement, votre rapport au lien social et la coopération dans les quartiers dans lesquels vous êtes implantés. Quelle est votre vision par rapport à ça et quels mots ça vous évoque quand on parle de ça? Je ne sais pas qui de vous deux veut commencer, entre Laurine et Alassane. Je ne sais pas. Laurine, vas-y. Allez, Laurine. Alors, pour nous, le lien social, c'est crucial parce que, en gros, c'est un des principes fondateurs de l'association Horizon.
D'ailleurs, Horizome, ça vient de rhizome et de création de liens. C'est même le principe même du nom de l'association. En gros, pour nous, l'idée, c'est de partir des habitants et de ce lien social-là pour créer des projets. Donc voilà, je sais plus s'il y avait une deuxième partie de la question. C'était quel mot est-ce que ça t'évoque, du coup? Pourquoi est-ce que tu as décidé, du coup, de t'engager au service du lien social et de la coopération dans les quartiers? Bah justement parce que je pense qu'il n'y a pas, enfin, j'arrive pas à visualiser des projets sans lien social en fait. Pour nous, c'est une partie intrinsèque de la création des projets, quels qu'ils soient artistiques, qu'ils soient dans le cadre de vie urbain. Et voilà. Et pourquoi, du coup? Pourquoi? Oui, pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui te semble primordial dans cette, pour la vision, enfin, quelle est la vision que vous portez du coup au travers d'Horizon? Étant donné qu'on a une association de quartier, sur le quartier d'Haute-Pierre, l'idée c'est d'accompagner les habitants d'encourager l'autonomie et la captation citoyenne. Du coup, forcément, il est important d'impliquer les habitants dans nos projets. Et c'est parti de l'observation, c'est parti du fait qu'il y avait très peu de liens entre certaines collectivités, certaines institutions et les habitants. Et qu'en tout cas, souvent dans les quartiers, on arrive avec un projet préconstruit et on essaye de le monter avec les habitants. Et nous, on essaye d'inverser les regards et de se dire que, en fait, pourquoi le territoire participerait à nos actions? Faudrait que le projet vienne d'eux et qu'on puisse le construire ensemble. Et du coup, ouais, je suis pas certaine d'avoir bien répondu à ta question. Si, en tout cas, l'idée c'est que ta vision du lien social, c'est justement de cette manière-là, ça permet que le projet vienne des habitants plutôt que ce soit un projet qui arrive et on demande aux habitants d'adhérer. C'est ça? Voilà, c'est ça. Merci. Alassane, est-ce que tu veux partager? Alors du coup, j'ai pas eu le temps vraiment de bien préciser la fonction que j'avais. Du coup, moi, je suis directeur d'un centre socio-culturel et j'interviens, comme vous l'a dit Louise, sur un quartier en politique de la ville, qui est un quartier à Bagnolet qui s'appelle le quartier de la Noue, très riche humainement. Mais avant tout, je suis directeur d'un centre social et culturel. Et les centres socio-culturels sont aussi des lieux par excellence où le lien social fait partie des missions premières. Et donc, moi, j'ai baigné dans ça depuis que je suis enfant. J'ai fréquenté un centre social et culturel. Et la vocation des centres socio-culturels, c'est vraiment d'avoir l'animation des territoires et l'animation globale. On appelle ça l'animation globale parce qu'elle s'intéresse essentiellement à l'ensemble des composantes qui constituent un territoire. Donc, c'est de la petite enfance jusqu'au senior. Et c'est aussi à travers cette empreinte de ce que la Fédération des centres sociaux nous imprègne, qu'aujourd'hui, moi, je fais de mon travail la mission de développer le lien social sur le quartier. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans un même lieu, dans un centre social et culturel, toutes les composantes sont représentées. Je le disais très bien tout à l'heure, c'est que de la petite enfance jusqu'au senior, mais en même temps, toutes les composantes avec toutes les classes socio-culturelles dans un même lieu. Et en fait, c'est des lieux qui permettent en fait de rencontrer son voisin, d'échanger avec son voisin, et en même temps, nous, acteurs de centres socioculturels, on a vocation à écouter, entendre et accompagner des initiatives individuelles et collectives. Et donc, de par notre mission et de par ma formation, vous m'entendez? Oui, on t'entend, Alassane. D'accord. Du coup, en fait, c'est quelque chose qui, pour moi, est inné, dans le sens où j'ai toujours connu ça dans ce quartier-là. Et donc, aujourd'hui, ce que je fais à travers la structure du centre social et culturel, c'est au maximum développer le lien social. Et donc, je suis payé pour ça, donc le mérite, il n'est pas grand. Mais c'est encore une fois, dire qu'un centre social et culturel, de par sa définition, c'est des lieux de fabrique du lien social. Donc, le thème choisi ne pouvait pas faire sans un représentant des centres socioculturels. Donc, je ne sais pas si je suis assez clair comme je dis ça,
Oui, et moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était, on a eu une grosse discussion avec Laurine et toi également, sur la notion de la confiance et à quel point c'était important, c'était un levier majeur dans le fait, justement, pour faire vivre votre vision et pouvoir créer ce lien social, la confiance était primordiale. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus sur la manière dont ça vit dans ton quartier? Je sais que tu nous as notamment parlé de ce rapport avec les jeunes, mais aussi plus largement. Donc voilà. Alors, je poursuis du coup dans l'explication. Encore une fois, l'idée, c'est que le centre social et culturel, c'est un outil au service des habitants. Et en tant qu'outil au service des habitants, l'idée, c'est que les habitants se l'approprient au maximum. Mais pour qu'ils se l'approprient au maximum, il faut créer les conditions de ça. Et donc, depuis très longtemps, on permet à ce que les habitants s'approprient le lieu, mais ça passe par la mise à disposition d'espaces. Et il y a des conventionnements qui sont faits avec des acteurs locaux du quartier. On a les jeunes du quartier qui utilisent la salle en journée, en soirée et même en week-end. Et ça, c'est pas quelque chose de gagné parce que pendant longtemps, dans l'esprit de certains, ils pensaient que remettre les clés à des structures de jeunes au sein d'un centre social et culturel, c'était prendre un risque énorme que de voir de la dégradation par la suite. Et ben non, le pari a été fait il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années, que de donner les clés à des populations qui s'approprient un lieu, bah, ça produit des choses qu'on n'imagine pas. Et du coup, le fait qu'ils s'approprient celui-là, ça crée aussi de la confiance. Et c'est la confiance qu'on leur a donnée qui nous rendent en retour. Et pour vous dire que moi-même, je fais partie de ces quelques jeunes qui, à l'époque, ont bénéficié justement pour la confiance de mes prédécesseurs d'un lieu dans lequel on pouvait se retrouver, dans lequel on pouvait échanger et dans lequel on pouvait nourrir des projets. Et donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui a fait ses preuves et qui continue. Et c'est un lieu, en tous les cas, d'accélérateur et de fabrication de confiance. Et la confiance passe par la mise à disposition. Et donc, ce que je veux dire par là, ce qui a été le plus important dans notre posture, c'est de mettre en application les 3 valeurs fondamentales de la Fédération des centres sociaux, à savoir 3 valeurs fondatrices qui sont la démocratie, la dignité et la solidarité. Et en voulant appliquer ces 3 valeurs-là, je pense que on a une posture qui permet en fait d'avoir un regard sur l'usager ou la population qui le ressent fortement, et de ce ressenti émanent des projets divers et variés qu'on n'aurait pas pu imaginer s'il n'y avait pas cette structure-là. On va en parler juste après, d'ailleurs. Donc, grosso modo, moi, je considère que chaque habitant est présumé capable. Contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a une conviction dans ta posture qui est une croyance aussi que tu transfères à tout le monde dans le quartier. En fait, c'est surtout ça, c'est de dire que chacun est présumé capable, et du coup, avec une capacité, et du coup, est capable de quelque chose avec un fort potentiel. Et donc, contrairement à l'image qu'on peut avoir de certaines populations, et du coup, c'est un jeu de mots de dire présumé capable au lieu de dire présumé coupable, et qui parfois ne nous convient pas du tout. Nous, on parle de l'idée que justement, chacun est présumé capable, mais il faut créer les conditions pour que cette capacité de la personne se révèle et s'exprime. Donc, c'est un peu ça, en fait, l'état d'esprit dans lequel on baigne les personnes. Merci beaucoup, Alassane. Et Laurine, est-ce que tu voulais ajouter quelques mots par rapport à ce sujet de la confiance et en quoi cette confiance-là est finalement un outil de travail aussi pour vous et un levier majeur par rapport au fait de faire vivre cette vision? Oui, alors je rejoins beaucoup Alassane dans tout quand il parle de son action sur le quartier et des habitants. Je le rejoins surtout quand il parlait d'écouter, entendre et accompagner les initiatives locales. Pour le coup, on se retrouve un peu dans les mêmes objectifs. Nous, la grosse différence, à part quelque chose qui arrive il y a peu, on n'a pas un lieu dédié. Nous, c'est vraiment une action sur le territoire. Et pour le coup, moi, la confiance, je l'entends dans l'autre sens, c'est-à-dire que là, c'est pas à nous qui devons avoir confiance aux habitants, parce que le principe, c'est de les encourager. Il faut qu'eux aient confiance en nos actions et en nos initiatives aussi, en notre démarche plutôt. Et c'est ça qui est assez long à construire, parce que quand même, surtout dans beaucoup de territoires, il y a énormément de déceptions.
d'initiatives qui ont pu être lancées sur ces territoires et de choses qui ne se poursuivent pas, ou alors d'initiatives qui sont faites par des gens, comme on disait avant, qui arrivent sur ces territoires et qui en fait n'écoutent pas les besoins et envies des habitants sur place. Donc du coup, nous, quand on n'utilise pas toujours le terme de confiance, mais on appelle ça plutôt la co-compréhension, c'est-à-dire essayer de comprendre le territoire, essayer de comprendre les mobilités des habitants, leurs besoins, leurs envies, et à partir de là, créer des projets. Et c'est vrai que finalement, le terme de confiance résume tout ça. En gros, nous, ça fait 10 ans maintenant qu'on est sur le territoire, et je pense qu'il a fallu un certain nombre d'années pour établir cette confiance, justement, entre nous et les habitants, et montrer qu'on n'est pas juste là en tant qu'association pour leur expliquer ce que sont les projets, on est là pour les autonomiser, pour soutenir leurs initiatives. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile parce qu'on vient surtout souvent avec nos idées en se disant que c'est génial, on va faire ça avec les gens du quartier, ils vont trouver ça super. Et en fait, pas forcément. Il faut vraiment, comment dire, enlever, enfin, retirer nos présupposés, par exemple, sur un territoire et essayer de partir de carte blanche en écoutant les habitants. Et c'est vrai ce que disait Alassane sur écouter. C'est quelque chose qui est très important et on le retrouve beaucoup. En fait, les gens de ces territoires-là ne se sentent pas écoutés et nous, on essaye parfois juste de prendre le temps d'écouter. Et donc, dans cette notion de confiance, c'est de prendre le temps, en fait, d'être à leur écoute et puis parfois de monter des actions ensemble. Et si je peux me permettre de compléter, en général, la démarche, elle est très simple, c'est qu'on ne vient jamais avec un projet figé. Et je rejoins du coup Laurine sur la démarche d'écouter, faire à partir des envies et des besoins. Et du coup, il y a des besoins qui sont parfois exprimés, des besoins non exprimés. Et du coup, la démarche que nous, les travailleurs des centres socioculturels, avons pour habitude de faire, c'est de faire un diagnostic. Le diagnostic, il est fait, on appelle ça un diagnostic partagé. On ne parle jamais de choses qui nous plaisent, nous, professionnels, qu'on impose à un territoire et à des habitants. On parle toujours justement d'un regard croisé et d'envie croisée de différentes composantes de la population, de manière à ce que justement on soit toujours en phase avec l'offre qui peut émaner d'un centre social et culturel et non pas venir avec un projet ficelé, figé, qui parfois est en décalage avec les envies et les attentes du moment. Et donc c'est aussi ça, l'ADN des centres culturels, c'est de composer et de faire avec et plutôt faire à la place ou faire pour. Donc ça c'est aussi dans la démarche et la posture, quelque chose d'assez important à comprendre pour laisser s'exprimer en fait le potentiel des personnes et des territoires. Merci Alassane, merci Laurine pour ces témoignages. Donc on retient cette notion quand même du temps et de montrer que voilà, du temps de l'écoute, du temps de la confiance et donc de ne pas forcément avoir quelque chose qui en fait accepter finalement que le résultat aille dans un autre sens que celui qu'on aurait potentiellement envisagé au préalable. J'ai l'impression que c'est ça que vous partagez. Et donc, merci beaucoup de nous avoir partagé par rapport à votre vision des choses. Et du coup, ce qui nous intéresse, c'est aussi de savoir concrètement comment vous faites. Quelle est votre philosophie d'action? De quelle manière est-ce que vous agissez, du coup, de manière concrète pour faire vivre ça, pour créer du lien social aussi avec, mais aussi entre les personnes? Comment ça se passe, en fait, cette entraide, cette solidarité? Comment est-ce que vous avez mis en place les processus et qu'est-ce que vous avez mis en place, du coup, aussi bien en termes d'outils que de posture pour faire vivre tout cela? Laurine, Alassane, Laurine. Comme vous voulez. Vas-y, je te laisse. Ok. Bah, du coup, en termes de posture, comment on procède? Comme je l'ai évoqué un peu précédemment, on part toujours d'envie. C'est la première chose. On part des envies des habitants. Donc, on tient compte de ça et concrètement, ça se matérialise par des boîtes à idées à certains endroits, des questionnaires dans les boîtes à lettres, la constitution de comités d'usagers au sein du centre, de manière à ce que justement les usagers enfants, adultes aient leur avis sur l'offre qui peut être faite.
En même temps, dans l'observation qu'on fait du territoire, on essaie d'identifier en fait les potentiels existants. Et les potentiels, c'est pas que habitants, c'est aussi les acteurs locaux qui nous entourent. Et les acteurs locaux sont aussi institutionnels, mais sont aussi des acteurs locaux privés, de manière à ce qu'il y ait un maillage en fait de l'ensemble des composantes et que toutes ces composantes convergent tous vers quelque chose de cohérent et que chacun ne reste pas dans son coin à faire ce qu'il pourrait faire d'une manière partagée. Et donc régulièrement, en fait, il y a des instances où on permet d'avoir des échanges croisés sur nos façons de faire. Après, mince, il y a une idée qui m'échappe. Tu m'avais parlé aussi des projets que vous montiez avec les habitants, du coup. Alors, bon, ils sont nombreux, hein, alors je ne sais pas lequel. Peut-être un ou deux exemples. En fait, les projets, je vais en prendre un qui est assez, qui illustre assez bien notre démarche. On a mis en place un atelier d'autoréparation il y a quelques temps. Et à travers l'atelier d'autoréparation, on est parti sur le constat que beaucoup de vélos étaient sur les balcons et on ne comprenait pas pourquoi tous ces vélos dans les balcons ne voyaient jamais le jour à l'extérieur, etc. Et donc, en questionnant ce constat-là, on s'est rendu compte qu'en fait, il manquait une technicité et tout simplement que souvent, les habitants n'avaient pas toujours le temps ou la technicité pour réparer. Donc, en questionnant encore les habitants, on s'est rendu compte que en fait, la seule chose qui leur manquait, c'était de pouvoir avoir un lieu d'autoréparation. Donc, on a mis ça en place. Mais ça répondait aussi à un besoin ou une difficulté économique de ne pas pouvoir toujours se payer les réparations dans certaines enseignes. Alors, on a mis ça en place et après avoir mis ça en place, il y a eu des sessions de formation à la circulation, à la mobilité douce. Et très rapidement, certains autres habitants sont venus nous voir et nous dire dans le creux de l'oreille, et parmi ces habitants-là, c'était plutôt les mamans. Elles ont dit que c'est très bien ce que vous faites pour les gamins, c'est très bien, vous organisez des balades, mais par contre, nous qui sommes mamans, on ne sait pas faire de vélo et comment on peut faire. Et nous est venue l'idée de mettre en place une vélo-école. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. En fait, à chaque fois, on essaie de rebondir sur des choses qui nous parviennent comme ça et sur des besoins exprimés. Et du coup, sur ces besoins exprimés, on essaie de donner une suite favorable autant qu'on peut. Et quand on ne peut pas le faire nous-mêmes, on s'entoure de professionnels qui sont capables de le faire. Mais l'idée, c'est de ne pas laisser à chaque fois un besoin exprimé sans réponse. Donc ça, c'est un exemple assez concret qui est récent. C'était finalement, tu étais plus dans, pas forcément avoir un projet figé, mais davantage de proposer un cadre et une intention d'autonomie et de confiance, et que donc, par ce biais-là, on entrait dans un cercle vertueux de la confiance, en fait. Exactement. En fait, on s'est rendu compte très souvent que il y a des potentiels qui sont déjà ici en latence, qui sont en veille sur le territoire, mais très rarement on les sollicitait et on avait tendance à solliciter des forces extérieures qui venaient faire parfois moins bien que ce que les acteurs locaux ou les habitants étaient capables de faire. Et du coup, mais pour le savoir, il faut avoir une proximité assez grande avec justement toutes ces personnes-là pour savoir de quoi elles sont capables. Et le dernier exemple en tête que j'ai, c'est surtout le fait d'avoir mis en place une recyclerie. On a mis en place une recyclerie il y a très peu de temps. On avait un lieu vacant et dans lequel, en fait, au fur et à mesure des discussions, les habitants ont exprimé le besoin d'avoir un lieu supplémentaire dans lequel ils pouvaient exprimer leur talent. Et donc, ça répondait aussi à une problématique car le cadre de vie était impacté par des dépôts sauvages à gauche et à droite de mobilier, des dépôts sauvages de choses qui avaient de la valeur, mais qui, perdues sur le trottoir, n'avaient plus de valeur. Alors, du coup, très rapidement a été mis en place la recyclerie. Et en fait, aujourd'hui, elle fonctionne très bien avec 100% que des bénévoles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les habitants du quartier se sont appropriés ce lieu et apportent leur savoir-faire. Il y a des gens qui sont dans le domaine des livres, qu'on n'avait pas soupçonné, d'autres qui sont dans le domaine de la tapisserie,
d'autres qui sont dans le domaine de la menuiserie. Et chacun, en fait, depuis que ce lieu existe, bah, on a l'impression qu'ils n'attendaient que ça pour justement laisser s'exprimer leur talent, mais sans que ça soit une contrainte pour eux. Et donc, c'est encore une fois une manière de dire que quand on crée les conditions, bah, les, les, les potentiels de chacun peuvent s'exprimer, mais encore faut-il leur permettre de le faire sans que ça soit une contrainte pour eux. Et donc, c'est un deuxième exemple que j'illustre là, mais ils sont nombreux ces exemples-là, parce que pendant le confinement, bah, j'ai pas eu à faire beaucoup d'efforts pour que un collectif d'habitants se mobilise et très rapidement se mobilise pour venir en aide à tous ceux qui étaient en difficulté. Parce que contrairement à ce qu'on croit, on parlait tout à l'heure des besoins exprimés, des besoins non exprimés, mais il y a des besoins qui sont exprimés parce que des personnes vont solliciter le service social pour une aide, et des besoins non exprimés, mais qu'on est capable de percevoir et de voir. Et croyez-moi que parmi les habitants, certains sont des travailleurs, mais ont quand même un besoin d'avoir une aide alimentaire parce que le Covid les a fragilisés. Et donc, sans avoir fait des millions d'études, on s'est rendu compte de ce besoin et très rapidement, spontanément, un collectif d'une vingtaine, voire une centaine de personnes s'est mobilisé pour régulièrement euh, porter assistance à tous ceux qui étaient dans le besoin, car ils avaient une connaissance fine de leur voisinage. Mais c'est parce que, encore une fois, c'est le fruit d'un lien social très fort qui nous a permis d'avoir en temps réel une réponse apportée avec une efficacité record au niveau du timing. Donc cette agilité-là, en fait, elle est encore une fois le fruit d'un lien social euh, qui existe particulièrement dans ce quartier, qui nous a permis euh, d'apporter, enfin, quand je dis on, c'est les habitants essentiellement, hein, parce que très souvent, le fruit de l'action, on a tendance à le faire porter au centre, mais encore une fois, nous, on crée que les conditions, et après, le reste, c'est l'engagement et l'énergie que les habitants peuvent avoir qui est alloué, en fait. Justement, Alassane, pour rebondir sur cette question, tu parles beaucoup du fait que vous, en tant que centre, votre rôle, c'est de créer un cadre et que c'est les personnes qui amènent leur potentiel. Qu'est-ce que vous avez créé en termes de cadre? Quels sont les ingrédients de ce cadre-là? Je sais notamment que tu m'as parlé, par exemple, de la manière dont vous étiez organisé en interne et de quelle manière la confiance créée en interne se reflétait en externe. Mais voilà, quels sont les ingrédients, selon toi, du cadre qui fait que tout ça fonctionne, en fait? Alors, selon moi, encore une fois, c'est une question de posture et de valeur. Si jamais on considère que on considère l'autre avec une bienveillance, il y a plus de facilité à ce que justement il s'approprie le cadre qu'on propose dans lequel il peut s'exprimer librement. Donc, je pense que la posture que l'équipe du centre montre, et elle est déjà celle-là. Et donc, encore une fois, c'est pour ça que je me répète, mais pour moi, c'est aussi les notions clés qui font que ça marche, c'est que on est toujours dans le souci de faire respecter ces trois valeurs fondamentales qui sont la démocratie, euh, la dignité et la solidarité. Et donc, encore, c'est une dédicace encore au centre socio-culturel, mais qui, pour moi, porte ses fruits aujourd'hui. Donc, l'ensemble de mon équipe est très porté sur ces valeurs-là, donc créer les conditions de ça. Ensuite, nous, on est sur des valeurs d'éducation populaire et d'émancipation des publics. Et l'émancipation et l'éducation populaire bah, nous font penser que pour que chacun comprenne et agisse dans le monde dans lequel il vit, bah, il faut un minimum de choses. Et donc, ce minimum de choses, c'est aussi des apports culturels, des apports de savoir théorique, etc., qui peuvent être faits parfois par des personnes extérieures, et du coup, des événements dans lesquels on permet à chacun de pouvoir avoir un avis à donner, même ceux qui sont très éloignés des instances de décision. Et du coup, le fait d'être attentif à ce que chacun puisse s'exprimer dignement et dans des conditions de démocratie, bah, je pense que ça permet d'oublier personne en fait sur le bas-côté. Donc en fait, c'est de mettre en œuvre les conditions pour que tout le monde se sente inclus, se sente écouté et se sente, ait la possibilité effectivement d'exprimer ce qu'il Oui, souhaite. c'est exactement ça. Du coup, créer les conditions pour que tout le monde se sente écouté et se sente en fait libre de pouvoir le faire sans qu'il y ait de retombées, enfin,
que ce soit d'une manière constructive, mais c'est surtout de la part de nous, des professionnels de la structure, d'être capables de s'éclipser à un moment pour laisser place justement aux habitants aussi de prendre en charge et d'avoir des interactions euh, euh, normales et humaines entre eux. Et en fait, un de mes formateurs m'avait expliqué qu'on était nos propres fossoyeurs. Et c'est dans cette posture-là que je dis que notre travail porte ses fruits, c'est qu'on crée les conditions pour que les choses existent et à terme, on essaie de disparaître par nous-mêmes et du coup, on devient nos propres fossoyeurs car on crée les conditions d'existence du projet. Mais après, un projet ne doit pas reposer sur ceux qui l'ont mis en place et du coup, c'est un peu dans cette logique-là qu'on essaie de faire en sorte de ne pas être, de pas créer de dépendance du public avec les professionnels, mais qu'on ait en tête de créer les conditions et de créer et pour que ça existe, en fait, il faut qu'il y ait une montée en compétences. Et donc, on a aussi conscience que il faut que le milieu soit apprenant. Pour que ce soit un milieu apprenant aussi bien pour les usagers, enfants et adultes, de manière à ce que justement il y ait une montée en compétences qui permette d'atteindre l'objectif qu'on se fixe nous-mêmes d'autonomie et d'émancipation des personnes. Donc, je ne dis pas qu'il y a toujours que tout a toujours marché. Hein. Parfois, il y a aussi eu des échecs, mais en tous les cas, c'est dans l'état d'esprit dans lequel on s'inscrit avec notre mode d'action. Merci beaucoup Alassane pour toutes ces précisions. Il y a une question qui est venue, alors là je la pose à tous les deux, Laurine et Alassane. Peut-être Alassane tu peux commencer, puis Laurine tu prendras la suite, comme ça tu parleras un peu plus de Rhizome, qui est en fait, si j'essaie de résumer, c'est en fait pourquoi est-ce que finalement on a besoin du cadre proposé par des associations ou des centres socioculturels pour qu'il y ait du lien social entre les habitants? Pourquoi est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est inné? Pourquoi est-ce que la solidarité ne se met pas en place naturellement? Est-ce que, Alassane, tu as une réponse ou Laurine? Je pense que c'est pas qu'il faut qu'il y ait du cadre pour créer le lien social. Je pense que, et surtout là, Alassane sera d'accord avec moi, la solidarité, elle existe énormément dans les quartiers populaires et beaucoup plus qu'en centre-ville d'ailleurs. C'est juste que c'est des choses qui sont, comment dire, elles sont souvent cachées, elles sont pas forcément montrées. Et en fait, je pense que le cadre permet juste de les valoriser. Et comme disait Alassane tout à l'heure, le fait de créer là, sa recyclerie, il y a des gens qui avaient des compétences dont ils ne parlaient pas forcément. Et ça permet juste de les mettre en valeur et de les proposer à d'autres personnes. C'est pas le cadre qui crée, c'est ce qui permet l'action. Est-ce que c'est une notion de se donner le droit, l'autorisation, ou est-ce que ça a à voir avec une notion comme ça liée à cette notion-là? Je pense que c'est un peu les deux en fait. C'est que parfois, voilà, tu disais qu'est-ce que j'aime bien faire. Moi, j'aime bien faire de l'origami. Je fais ça pour moi en fait. C'est des choses que j'aime bien faire toute seule. Après, si un jour on me dit ah bah tiens en fait il y a d'autres personnes sur le quartier, ils adoreraient apprendre, on le fait ensemble. Allez, faisons-le ensemble. En fait, parfois je pense qu'on pense pas que nos passions personnelles ou nos compétences pourraient en intéresser d'autres. Et en fait, le cadre associatif permet justement cette valorisation-là et de dire mais si en fait c'est génial. Apprends-nous à faire ou montre-nous, aide-nous. Mais en tout cas, c'est pas forcément lui qui crée le lien, il le développe, je dirais. Oui, et je rejoins totalement ce que dit Laurine. Je pense que ça pourrait exister sans que les centres sociaux, sans qu'il y ait un cadre mis en place. C'est juste que parfois, je pense qu'il y a une nécessité d'avoir des espaces communs. Et créer des espaces communs, ça permet justement à tous ceux qui ont une volonté de pouvoir la partager et de faire en sorte que elle ne soit pas partagée tout seul. Donc, c'est surtout les communs, en fait, que ce soit des communs. Le centre social est un commun, mais on peut imaginer qu'à l'extérieur, le fait d'aménager d'une certaine manière l'extérieur, ça permet des lieux de rencontre et du coup, qui facilite l'échange interpersonnel. C'est aussi certains aménagements participent justement à ce fameux cadre. Et donc le cadre, il ne repose pas que sur des postures de professionnels, mais il repose aussi sur des aménagements et des conditions pour que des gens échangent entre eux. Oui, donc ça repose effectivement, comme tu dis, sur
à la fois, moi ce que j'ai entendu des éléments que que tu nous as communiqué, c'est le fait que toute ton équipe finalement est alignée sur ces principes-là, sur ces valeurs et est en mesure de les incarner. Il y a aussi donc, ces enjeux de posture et les lieux, la manière aussi, on peut favoriser aussi ce cadre-là par les lieux. Okay. Merci beaucoup. Je vais laisser peut-être la parole à Laurine. Oui, du coup, bah alors tu as bien choisi tes intervenants parce qu'effectivement, on se rejoint vraiment beaucoup dans nos actions sur le terrain. La grosse différence, c'est que nous, on n'est pas sur un espace, on est plutôt sur le territoire. Et même si on vient de créer un petit espace qui est un petit tiers-lieu, ça va être la différence de nos actions par rapport au CSC, sachant que juste, ça c'est une petite aparté, mais pour nous, en tant qu'acteurs de territoire aujourd'hui, ce qui est très difficile, c'est que on va être très peu dotés pour ces actions-là. Et le principe de nos actions, comme à la SN, c'est de permettre de développer les initiatives locales. Sauf que le financement ne suit pas toujours derrière. Donc, c'est toujours très difficile pour nous en tant qu'acteurs de terrain. Et on fait énormément de bénévolat. Hein. Donc, tout ce que je vais dire, malheureusement, c'est quand même des projets où les intervenants sont assez précaires, du coup, parce qu'on travaille avec l'humain et qu'on n'a pas envie de se dire, non, on n'a pas d'argent, on ne fait pas ces actions-là. Et on essaye de les monter. Donc, voilà. On bricole, mais heureusement, les retours sont positifs, donc on continue. Mais du coup, je vais peut-être un petit peu plus définir l'association Horizome. Nous, on travaille sur 3 axes. Alors, on travaille sur l'activation artistique participative, c'est-à-dire que nous, justement, le lien social, on le crée via l'art. En fait, c'est une revendication. En fait, on pense que l'art dans l'espace public permet pas forcément le créer, mais de valoriser, en tout cas, valoriser le lien social. Donc l'art fait partie un petit peu de toutes nos actions. On est des actions transdisciplinaires, donc on le met partout. On travaille aussi autour de la cohésion sociale et du cadre de vie, donc sur les espaces partagés. Et enfin, on a un gros volet qui est de recherche-action. C'est-à-dire que sur toutes nos actions, on essaye de travailler le plus possible avec des chercheurs, avec des laboratoires, histoire de pouvoir faire des analyses de nos pratiques. Et chaque action est, oui, donc analysée, critiquée et enfin, dans les échecs ou dans les réussites, en fait, on estime que les échecs sont aussi intéressants. On travaille dans l'esprit du design, en test-erreur. Donc voilà, il faut tester, y aller, pratiquer, analyser, puis recommencer. Et donc, dans ce cadre-là, dans ces 3 axes-là, on travaille sur plusieurs volets sur le territoire. On travaille autour des cultures urbaines. Donc, comme on disait, hein, l'activation qui vient plutôt des jeunes. Donc, les jeunes dans les quartiers, en tout cas à Haute-Pierre, c'est beaucoup le hip-hop. Et puis, tout ce qui est art de rue. Ensuite, on travaille autour des agricultures urbaines. Ça, c'est une chose qui se retrouve beaucoup dans les quartiers. En tout cas, à Haute-Pierre, il y a énormément de jardiniers, il y a énormément d'espaces verts. Donc, on a commencé à monter avec eux des jardins partagés, des actions autour des agricultures urbaines. Enfin, du coup, on appelle ça agricultures urbaines. On essaye de relier les deux. Et enfin, on travaille donc sur d'autres actions qui permettent, comme tu disais, de créer ce lien de confiance et de permettre la parole. Et donc, c'est un peu sur ces 2 actions-là sur lesquelles je vais me concentrer parce que c'est un peu l'objet ici. On a 2 actions en ce moment qui permettent de libérer la parole et en tout cas, d'écouter les habitants. On a une radio locale qui s'appelle HTP Radio. Alors, c'est une radio de podcast. Donc, si vous tapez HTP Radio, vous tombez dessus sur Internet. Et on a 2 émissions. Enfin, on a plusieurs formats. On a 2 émissions, surtout une émission qui s'appelle J'irai manger chez vous et une autre qui s'appelle Au pied de ma tour. Et donc, J'irai manger chez vous, le principe, c'est d'aller chez quelqu'un qui nous fait à manger et ça permet une autre manière de se raconter, de raconter un peu notre parcours, notre vie de manière plus légère, on va dire. La parole est beaucoup plus libre quand on cuisine et quand on mange ensemble. Donc voilà, cette émission-là est assez riche de parcours de vie, tout simplement, sur Haute-Pierre. Ensuite, l'émission Au pied de ma tour, c'est donc des personnalités du quartier qui vont être interviewées et donc qui sont interviewées auprès des immeubles. Et puis ensuite, on essaye d'intervenir sur plusieurs plateaux radio lors d'événements du quartier. Donc voilà pour ce média, sachant que la particularité, c'est que pour nous, c'est aussi un objet artistique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est monté. On va demander l'avis en fait des participants avant de diffuser l'épisode.
c'est la différence entre un média juste journalistique. Il y a vraiment cette partie artistique dans le montage, dans le son, dans le travail du podcast, sachant qu'on travaille avec des journalistes, hein, mais voilà, on est un média d'information et artistique, on va dire. Donc ça, c'est un des premiers volets qui permet aux habitants de s'exprimer. Et puis le deuxième, c'est un dispositif qui s'appelle le théâtre à la menthe. Alors là, c'est un triporteur sur lequel on peut faire du vélo qui se déploie donc dans les mailles du quartier d'Aude-Pierre, parce que pour ceux qui ne connaissent pas le quartier, il est constitué de différentes mailles, enfin d'hexagones. Et donc, il y a des immeubles tout autour et des cœurs de mailles. Et donc, le dispositif se déploie dans ces cœurs de mailles où, en gros, on peut servir le thé sur ce triporteur et il y a des tabourets, en fait, qui se déploient autour. Et à ce moment-là, un intervenant en théâtre forum, c'est un animateur en théâtre forum et une illustratrice, permettent aux gens qui viennent se poser, boire le thé, de discuter et d'animer un moment. Et c'est vraiment un moment, tu parlais du temps, Louis, c'est vraiment un moment où on prend le temps de discuter de tout et de rien. Et en gros, il y a, bien sûr, on enregistre tout ça. Et il y a une illustratrice qui dessine ce qui se passe à ce moment-là. Ça fait 2 ans qu'on faisait 3 ans qu'on fait ce dispositif-là. Et on vient de sortir une publication. On va essayer de les vendre sur notre site internet. On est en train de réfléchir à être un éditeur. C'est pas le propos, mais c'est vrai que le retour est très intéressant. Du coup, on va essayer de le mettre à disposition pour ceux que ça intéresse dans les mois qui viennent. Je promets rien, mais on va essayer de faire ça. Il faut déjà réussir à chiffrer l'objet. Donc voilà. Et donc, on continue. Et c'est vrai que on parlait de diagnostic de territoire. Ça permet de faire ce type de diagnostic de manière informelle et de juste un peu prendre en compte les ambiances, les besoins, les envies. Voilà. C'est vraiment un moment informel qui permet justement de créer cette confiance parce qu'au final, c'est une demande régulière. C'est juste des habitants de ces territoires de pouvoir s'exprimer. Ils ont l'impression de jamais être entendus. Et voilà, nous, on essaye de créer ce moment-là. Et bien sûr, ces ouvrages-là, on les transmet à nos partenaires, institutions ou associations, pour qu'ils puissent s'en nourrir. Merci beaucoup, Laurine. Moi, c'est vrai qu'il y avait une particularité, quelque chose qui m'a toujours beaucoup inspirée dans votre action, c'est de cette compréhension que finalement, quand vous construisez un projet, le temps de construction de la confiance représente les 3/4 du projet et le projet en lui-même, entre guillemets, seulement le quart restant, quoi. Exactement, oui. Et parce qu'il y a toute cette partie, comme j'expliquais, de test-erreur. En fait, il faut déjà le temps de comprendre le territoire, de connaître les envies, d'être sur le terrain. Enfin, comment partent nos actions, comment aider les initiatives à se développer et comment créer cette confiance. C'est être sur place, c'est pouvoir discuter, c'est voir les déplacements. Là, par exemple, le théâtre à la menthe, on va faire une session spéciale femmes parce qu'en gros, en tout cas sur le territoire de Haute-Pierre, un public en chasse un autre. Et en gros, s'il y a un certain public avec beaucoup d'hommes dans l'après-midi, les femmes viendront pas forcément discuter. Donc là, on va travailler avec un de nos partenaires privilégiés du quartier qui s'appelle Femmes d'ici et d'ailleurs, avec qui, dans le cadre surtout de la journée des droits de la femme, on va faire un théâtre à la menthe spécial femmes. Et donc, c'est elles qui animeront ce temps-là pour permettre la parole. Enfin, c'est-à-dire que c'est essayer de comprendre ces différentes les mobilités, en tout cas dans le quartier, et de permettre à tous ces publics-là de s'émanciper. Merci beaucoup, Laurine. Je vais passer à une autre question qui est plus sur le lien justement que vous faites finalement entre le lien social et le développement territorial, justement. Quel est en fait l'impact pour vous? Est-ce que vous avez des exemples de la manière dont ça se manifeste? Moi, je pense effectivement, à la scène, on a parlé du lien avec la démarche Territoire zéro chômeur longue durée. Enfin, voilà, comment est-ce que tout ça se lie finalement et comment est-ce que ça permet, comment est-ce que le fait de favoriser, on va dire, la participation de tout le monde, le fait que chacun se sente écouté, développe ses compétences, se sente valorisé, qu'est-ce que ça permet finalement pour le territoire et comment est-ce que ça s'incarne? Moi, je sais qu'on a déjà, Alassane, tu as déjà abordé un petit peu au travers
de l'impact que ça avait eu, notamment pendant le confinement, et de la solidarité qui s'est mise en œuvre. Mais voilà, plus largement, en termes de, on va dire, de résilience pour le territoire, en termes de développement, qu'est-ce que ça permet? Ah, t'as pas ton micro, Alassane, faut juste que tu réactives. Voilà. Alors, ce que je disais en préambule, c'est qu'on est dans un quartier en politique de la ville, mais qui a aussi des avantages à être tout près de Paris, on est aux portes de Paris. Et donc, je réponds aussi à la question qui m'a été posée dans la discussion. Le centre social et culturel, il est municipal. Donc, ça a des avantages et aussi parfois des inconvénients. Des inconvénients parce que quand on est une collectivité, parfois, bah, du coup, la réactivité et la lourdeur administrative rend les choses un peu plus longues que si c'était une gestion parfois associative ou spontanée d'habitants. Donc, ça a des avantages et des inconvénients, mais on compose avec tout ça et ça se passe plutôt bien. Sur le territoire, du coup, le quartier de Lannou, c'est un quartier qui est enclavé. Et donc, de cet enclavement, les habitants ont su en faire une force. Car du coup, parce que il fait partie encore des rares grands ensembles avec plus de 3500 habitants, quartier hyper dense, mais coupé du centre-ville par l'autoroute A3 qui passe d'un côté et coupé du reste de la ville parce qu'il y a aussi un parc départemental. Donc, géographiquement, c'est un quartier assez enclavé. Et de l'enclavement qu'il existe, bah, ça crée aussi auprès des habitants un sentiment d'appartenance. Et ce sentiment d'appartenance à ce territoire a créé une ambiance village et qui est animée à la fois par le centre social et culturel. Hein. Mais du coup, de cette contrainte-là, ils en ont fait une force. Et donc, tout le monde apprend à se connaître et en même temps, sous la dalle, il se trouve un tissu entrepreneurial très, très dense, très dense, très dense. Et donc, d'un point de vue entrepreneuriat, il y a pas mal de sociétés qui se trouvent sous la dalle, qui ont des interactions qui aujourd'hui se font avec les habitants qui habitent sur la dalle au-dessus. La question que tu poses, Louise, c'était plutôt C'était par rapport à… par rapport à Territoire zéro chômeur longue durée dont tu m'avais Oui, parlé. exactement. Et comment Alors, est-ce du que tu coup, par faisais rapport le lien, alors, ATD Carmonde a mis en place un dispositif qui s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée et qui, du coup, est en bonne voie pour qu'il se mette en place à Bagnolet. Et donc, à Lannou, au sein de la recyclerie, on a déjà en fait expérimenté bah, la faisabilité de ce genre de dispositif, car ATD Carmonde s'est rendu compte qu'un chômeur coûtait à peu près 2000 euros, je crois, mensuel. Et en fait, en tout cas au Pôle emploi. Et du coup, ils sont partis sur l'idée que plutôt que de verser cette somme-là au Pôle emploi, il serait bien de pouvoir rémunérer un chômeur de longue durée sur des missions qui sont non compétitives avec le marché privé ou en tout cas avec… Vous avez été mis en attente. Ne quittez pas. Votre correspondant va vous reprendre. Je ne sais pas comment ça se fait. Continue, Alassane, je ne sais pas pourquoi il y a eu ça. Donc, tout ça pour dire Vous que avez été mis en attente. Ne quittez pas. De longue Votre durée. correspondant va vous… Voilà, normalement c'est bon, vas-y. Ok, mon correspondant m'a repris. Voilà, donc ton correspondant a repris. Okay, très bien. Bah, en fait, ce qu'on a expérimenté, c'est qu'en fait, souvent, les personnes qui ont du mal à trouver de l'emploi, avec le temps, ils perdent confiance. Et cette perte de confiance les éloigne durablement de l'emploi d'une manière très, très néfaste. Et en fait, le fait qu'il y ait du lien social très fort dans le quartier et qu'on a mis en place cette recyclerie, ça a permis justement à tous ceux qui étaient parfois éloignés de l'emploi, mais qui avaient une compétence parce qu'ils ont eu un parcours professionnel par le passé et une formation professionnelle, bah, du coup, ça a permis à chacun de pouvoir apporter une contribution à la hauteur de la compétence qu'ils avaient, à la hauteur du temps disponible qu'ils avaient. Et donc, quelque part, on a su, grâce à ce projet de la recyclerie bah, qui est animé par l'ensemble des acteurs du coin, bah, de faire que la confiance regagne ces personnes-là et que ces personnes-là se sentent valorisées et montent en compétences de jour en jour pour qu'ils deviennent un jour compétitifs sur le marché du travail à nouveau. Mais je pense que ce genre de démarche est difficile à obtenir. En tout cas, ce genre de résultat est difficile à obtenir s'il n'y avait pas cette proximité et ce regard bienveillant de la personne à qui on laisse la possibilité de pouvoir
exprimer son talent à la hauteur de ce qu'il veut et quand il veut, mais pour un quartier pour lequel il a peut-être un attachement affectif. Et tu parlais effectivement aussi de cette notion de valorisation du territoire. C'est-à-dire, tu parlais du fait qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient voir la rue de Cléry, et aussi que vous aviez mis en place tout un tas de vidéos qui valorisaient tout ça. Donc, il y avait en fait, une force d'attraction du quartier grâce à ce lien social aussi. Alors, c'est très bien que tu parles de ça. En fait, je pense que beaucoup pensent la même chose que moi, c'est que souvent, toutes ces bonnes actions-là ne sont pas souvent médiatisées. Presque, je dirais même qu'on a tendance à les taire. Mais à l'inverse, on a tendance à médiatiser des actions moins valorisantes de ces mêmes territoires. Et depuis peu, en fait, on a des personnes compétentes dans la vidéo qui suivent l'ensemble des projets qu'on mène sur le quartier. En l'occurrence, on a François Roland, qui est un réalisateur qui nous a suivis pendant le confinement et qui a permis en fait de mettre en lumière et de valoriser l'action qui a été spontanée de la part des habitants. Et son film s'appelle Les Invisibles. Je vous invite à aller le voir sur Vimeo si vous ne l'avez pas vu. Il illustre énormément cette agilité, cette réactivité que les habitants ont su avoir à cette période très difficile qui n'est pas si loin que ça. Mais au-delà de ça, il y a aussi pas mal de choses qui sont faites. En l'occurrence, on a pas mal de publics qui se distinguent sur de la vidéo ou sur de la musique ou sur d'autres activités, en fait. Et en fait, on s'est dit qu'il fallait donner à voir ce qu'on fait. Et plus on donnait à voir des choses positives, bah, plus le quartier serait aussi attractif et il serait connu pour ce qu'il représente réellement. Des choses qu'on ne sait pas quand on n'y est pas. Et donc, la vidéo, aujourd'hui, est un vecteur qu'on ne néglige plus, car ça permet de faire savoir beaucoup de choses. Et encore une fois, on a un gamin du quartier qui n'est plus gamin aujourd'hui, mais un enfant du quartier qui, à l'époque, avait une appétence pour la musique, qui avait du mal à aller s'inscrire dans les conservatoires, parce que les conservatoires, il faut s'y prendre longtemps à l'avance pour trouver une place. Il faut même s'inscrire parfois avant sa date de naissance. Enfin, je blague. Mais l'idée était à un moment de se dire, bon, bah, parmi les besoins non exprimés sur les territoires, on est parfois à court d'offres d'activités dites élitistes ou en tous les cas qui ne sont pas accessibles à certaines populations. Et du coup, le centre social aussi a pour vocation de pouvoir mettre à portée de main un certain nombre d'activités qui, en temps normal, sont difficiles d'accès. Et aujourd'hui, en fait, on est assez fiers du parcours qu'a suivi ce jeune de l'époque qui s'appelle Mamadou Touré. Et aujourd'hui, il fait en fait la tournée avec de très grands artistes comme Oumou Sangaré ou d'autres personnes. Il est devenu batteur suite aux initiations musicales qui ont pu être mises en place à l'époque dans le centre. Et ça fait partie des fiertés que l'on peut avoir sur le territoire. Mais des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Merci beaucoup, Alassane. Il y avait une question pour vous deux, Alassane et Laurine. Merci pour vos présentations réciproques riches d'initiatives et de perspectives. Avec la force vive que vous apportez dans les quartiers, comment vivez-vous la représentation des quartiers qui est véhiculée par les médias comme vecteur de violence urbaine ? Je vais juste reprendre la parole. Nous, on a une actualité qui n'est pas très drôle sur Haute-Pierre, c'est que le quartier vient d'être requalifié en quartier à reconquête républicaine. Un terme qu'on trouve quand même assez violent, le terme de reconquête. Et du coup, les démarches par rapport à ça, c'est qu'il y a plus de budget pour la police dans les quartiers. Donc, et il y a peu de temps, la ministre de l'Intérieur s'est donc déplacée à Haute-Pierre pour parler que de ces aspects sécuritaires. Et c'est vrai que après, c'est pas une surprise, mais voilà, au niveau médiatique, c'est toujours la même chose et c'est ce dont sont déçus les habitants, c'est qu'on va parler que de certaines violences, sachant que moi, pour être au quotidien dans le quartier de Haute-Pierre, clairement, c'est pas un quartier qui est dangereux. Hein. Enfin, voilà.
même s'il y a certains soucis, mais qui sont peut-être un petit peu supérieurs à d'autres quartiers de Strasbourg, c'est pas du tout un quartier où il est dangereux de se déplacer jour et nuit. Donc voilà. C'est vrai que c'est surtout, ça joue pas mal sur le moral en fait, des habitants. Se dire bon ben voilà, on est Reconquête républicaine, pourquoi? Et puis surtout on met du budget dans la sécurité au lieu de partir des racines et d'essayer de travailler le travail que fait Alassane et que nous faisons et d'autres partenaires sur le quartier, on n'est pas seul. Au lieu de se dire que ce budget-là, il faudrait le répartir ailleurs et de justement développer les compétences, oui, être à la racine de tout ça, on rajoute juste du sécuritaire et c'est assez décevant, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Voilà. Merci beaucoup, Laurine. Je vais peut-être, Moi, je pense que Alassane, tu m'avais partagé quelque chose que je trouvais assez intéressant, c'était que le fait que le quartier de Lannou, finalement, a un taux de délinquance moindre que dans d'autres territoires, par exemple, dû à ce lien, cette solidarité. Je pense que tu faisais le lien entre les deux, en tout cas. en effet, on s'est rendu compte de pas mal de choses suite à ce travail de fond qui a été fait, qui a été mené depuis des années. Et comme tu le disais très bien, je veux dire, le lien social, ça ne se décrète pas. Il ne suffit pas de dire je veux du lien social dans ce quartier pour que ça se fasse. Il ne suffit pas de dire je veux qu'il y ait de la solidarité dans ce quartier pour que ça se fasse. Et comme on dit souvent, il y a un dicton chez nous qui dit c'est pas le jour des invités on éduque ses enfants, c'est déjà trop tard, c'est avant qu'il faut le faire. Et en gros, c'est ça, c'est que on s'est rendu compte que dans nos territoires, souvent quand il y a eu des grandes crises, les effets des crises ont été atténués sur le territoire parce qu'il y a eu tout un travail en amont qui avait été fait et des relations très fortes entre les uns et les autres qui atténuaient en fait ça. Et de quelle crise je parle? Je parle des crises en 2005 quand il y a eu les fameuses violences dites urbaines suite à ce qui s'était passé à Clichy-Montfermeil. Ensuite, quand il y a eu à plusieurs reprises, il y a eu également les canicules. Et ensuite, quand il y a également aussi les attentats. Et là, avec le Covid, récemment, la crise de Covid qui a eu lieu. On s'est rendu compte en fait que les effets de toutes ces crises-là ont été un peu différents sur le territoire sur lequel on intervient, dans le sens où, d'un point de vue révolte ou dégradation ou le rapport à l'autre qui se détériore, on trouvait que ce n'était pas tout à fait le cas chez nous, dans le sens où les gens, quand ils apprennent à se connaître depuis longtemps, quand on leur laisse la place pour s'exprimer, quand on leur laisse, ils sont révoltés, certes, mais ils l'expriment d'une manière qui n'est pas forcément... ils l'expriment souvent de la bonne manière. Donc, non pas que sur ce territoire-là, les gens n'ont pas eu à déplorer plein de choses, n'ont pas eu à se révolter de plein de choses, mais c'est juste que d'un point de vue, comment dire, relation les uns envers les autres, je pense que le travail de fond qui a été fait en amont, donc de ce fameux lien social qui existe, a permis en fait de ne pas tomber dans le piège de prendre pour responsable son voisin pour des choses qu'il n'a pas faites, en l'occurrence pour les attentats, et en l'occurrence pour d'autres choses en fait. Et je tiens à le dire parce que c'est pas rien. Et donc, encore une fois, pour que les individus soient capables d'agir ou de comprendre le monde dans lequel ils évoluent, il faut créer les conditions de ça. Et je trouve qu'au sein du centre social et culturel, ne serait-ce que le fait que le taux de délinquance soit bas, il est aussi lié au fait que les points de deal sont très nombreux, dans le sens où les habitants ont compris qu'il fallait aussi s'approprier l'espace public autant que possible, de manière à ne pas laisser de place à des choses, des comportements déviants. Et en même temps, d'un point de vue réussite scolaire, le taux de réussite au bac, il est quand même au-delà de la moyenne sur le reste de la ville, car il y a tout un travail qui est fait pour accompagner jusqu'au bac tous ces gamins qui parfois peuvent peiner à trouver de l'aide sur différentes matières, et le centre social et culturel le fait très bien, et on a pas mal de bénévoles qui viennent nous aider là-dessus. Et donc, je pense que là où parfois des publics jeunes s'expriment d'une manière assez virulente, chez nous, ils s'expriment d'une manière un peu plus constructive.
Et, et le fait qu'ils soient à chaque fois en interaction avec leurs aînés, donc les seniors ou les personnes qui ont l'âge de leurs parents, bah, ça permet à chaque fois d'avoir aussi euh, ces générations-là qui se côtoient, qui arrivent à échanger et ne pas être en chien de faïence à se regarder en prenant pour responsable l'autre, des conditions de l'autre. Et je parlais du cadre de vie tout à l'heure, bah, c'est la même chose, hein. La recyclerie, elle a permis ça. À chaque fois qu'une personne avait un meuble à ramener chez elle et qu'elle n'avait pas la force physique, bah, c'est souvent les jeunes qui le faisaient pour la personne âgée. Et du coup, ça redore aussi l'image de tout un chacun. Et je pense que c'est un cercle vertueux qui s'entretient avec le temps au regard de tout ça. Mais peut-être que j'en dis trop sur la manière dont on procède, mais c'est en fait toutes ces mis bout à bout, tous ces petits exemples-là bah, font de ce quartier un fort potentiel humain, même si l'urbain n'est pas toujours au rendez-vous. Et donc, pour finir avec l'aspect urbain, bah, on parlait de confiance, mais le quartier a connu de la rénovation il n'y a pas longtemps, mais la communication, ça consiste pas à proposer un projet et dire aux habitants, c'est celui-ci qu'on vous propose, mais une communication ou une concertation, ça demande des va-et-vient et qui n'ont pas toujours été respectés, qui ne sont pas toujours au rendez-vous. Et donc, je dis ça, mais peut-être que ce n'est pas le lieu de le dire, mais c'est aussi ça qui fait que les gens s'approprient un quartier quand on se sent respecté par rapport aux évolutions qui arrivent, d'aménagement urbain et autres. Et on est au cœur de ça en ce moment. Merci beaucoup Alassane pour ce témoignage. Laurine, je vais peut-être te laisser la parole sur justement le lien que toi tu as vu entre ce développement de la confiance, ce lien social et l'impact pour le développement du territoire. Justement, là, ce que disait Alassane, ce qui est important pour nous, c'est que c'est d'inverser les regards, en fait, de recréer, de déstigmatiser un peu les regards à la fois de la ville sur ce territoire et surtout des liens des habitants eux-mêmes sur leur territoire et voilà, effectivement, d'être fiers de leur quartier, d'être fiers d'eux-mêmes. Alors, en termes plus général, parce que je vois ce qui est assez intéressant par rapport en tout cas à notre action, c'est que nous, quand on s'est implanté il y a 10 ans sur le territoire, parler de rénovation urbaine à la Seine, on est arrivé au moment de la première rénovation urbaine du quartier et justement pour répondre à un besoin qui était les non-communications entre la ville, il n'y avait pas que ça, mais pas de communication entre la rénovation et la ville, sachant que la rénovation, c'était quand même beaucoup lié à des aspects sécuritaires, où on a beaucoup bétonisé alors qu'aujourd'hui, on est en train de revenir sur la végétalisation. Et en gros, à l'époque, quand on parlait de participation, les pouvoirs publics comprenaient pas vraiment de quoi on parlait. Hein. On était un peu vus comme des ovnis. Et à l'époque, on parlait de concertation. C'était faire une réunion un mardi soir et d'inviter quelques habitants. Et du coup, on avait fait de la concertation. Aujourd'hui, les choses ont énormément changé en 10 ans. Alors, c'est pas nous, Horizon, qui avons changé tout ça, hein, mais c'est vrai que c'est agréable de voir qu'aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui sont pas de Strasbourg, on a une nouvelle municipalité dont un de leurs chevaux de bataille, c'est la participation. Et c'est vrai que là, quand ils parlent de participation, ils ont enfin intégré ce dont on parlait avant, de la participation, c'est pas une réunion ou 3 réunions, c'est plusieurs actions, c'est comprendre les habitants, c'est se sortir de nos clichés pour essayer de mettre leurs initiatives en avant, c'est développer les compétences, c'est voilà, permettre les initiatives locales. Et voilà, c'est intéressant de se dire qu'en 10 ans, en tout cas, il y a encore beaucoup de choses à changer, mais les choses ont beaucoup évolué, en tout cas sur le territoire de Strasbourg et d'Aude-Pierre, même si à la dernière réunion on a fait donc comme avec les CSC, on a espace de vie sociale et on a fait un diagnostic partagé, ce dont parlait Alassane en début de réunion. Et on a fait une réunion publique, en visio, hein, pour répondre à ça. Et c'est vrai que la directrice de territoire qui est en charge de la rénovation urbaine a eu à ce moment-là beaucoup de questions sur la rénovation urbaine. Preuve que voilà, il y a encore des choses à faire au niveau de la communication, même si clairement il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par rapport à il y a 10 ans. On est quand même toujours dans certaines problématiques qui sont les mêmes sur ce territoire, mais voilà. En tout cas, voilà, cette histoire de faire le lien. En tout cas, ça porte ses fruits. Enfin, en gros, petit à petit, nous on appelle ça de l'acculturation. Petit à petit, on y arrive. On se rend compte qu'aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on fait sur le territoire d'Aude-Pierre, on nous demande de le faire sur d'autres territoires. Donc voilà.
Et tu En faisais fait, aussi dans nos échanges, pardon, pour compléter le propos, en je tous veux les juste cas, sachez poser une c'est que… question. Oui, Pardon, juste pardon. pour compléter, je voulais juste compléter par rapport à ce que disait Laurine, Oui. c'était que tu avais fait le lien entre la valorisation des compétences de chacun, le sentiment de fierté aussi, et le lien entre cette valorisation finalement intrinsèque du quartier et des ressources du quartier, du potentiel du quartier, et le lien avec le fait que ça permettait de le rendre finalement plus attractif, enfin de le développer en fait. C'était quelque chose comme ça que tu… Oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, de donner une image plus positive. Hein. C'est-à-dire qu'il y a énormément de solidarité en fait qui se passe dans les quartiers. Et pour nous, on entend quartier populaire, pas seulement dans le côté négatif du terme. Au contraire, le côté populaire, c'est ce que disait Alassane avant, c'est d'aider son voisin. Ça s'est beaucoup vu hein, pendant le confinement. Des jeunes qui allaient aider les personnes âgées, des maraudes qui sont partis des quartiers. Et forcément, tout ça, de le mettre en avant, ça permet aux gens voilà d'être fier et forcément cette fierté elle peut être transformée qu'en des actions positives. Donc, et c'est vrai qu'à la scène parlait de la vidéo, nous on a un joli projet qui est lancé depuis quelques années avec un de nos partenaires historiques qui est la Jeep, qui sont des éducateurs de rue, des jeunes qu'on avait rencontrés dans le cadre de travaux de mobilier urbain sur une place Pierre. On les avait rencontrés, ils avaient entre 12 et 3 ans, et donc c'était des jeunes qu'on avait continué à fréquenter sur nos actions, et qui ont donc découvert un peu la radio et cette émission dont on parlait au pied de ma tour. Et ça leur plaisait le concept, mais ils n'avaient pas trop envie de faire de la radio. Et du coup, on a commencé à développer avec un projet de web-série qui est encore en cours. Et donc, ces jeunes-là, maintenant, ils ont 20 ans. Et on est toujours là, on est en train de finir le troisième épisode et c'est vraiment eux qui font, nous on les accompagne vraiment. C'est-à-dire que c'est eux qui font tout de l'écriture, du scénario, à la communication finale, à la réception de cette web série. Et du coup voilà, c'est vrai qu'ils ont découvert partir d'une quelque chose qui leur plaisait comme un loisir. En fait, ça développe des envies de faire du montage, faire du son. On a un jeune qui a été pris dans une école de web design et qui du coup veut continuer là-dedans, un autre qui se met beaucoup plus à écrire et ça leur a permis de découvrir plein de métiers qui sont autour de ça et de se rendre compte qu'ils peuvent le faire. Et pour l'anecdote assez drôle, c'est toujours difficile pour les gens de laisser les jeunes pour les choses en main. On a fait une restitution en décembre il y a 1 an et demi du premier épisode. Et c'est vrai que certaines personnes avec qui on travaillait disaient ah mais le discours il faudrait qu'il soit fait par le directeur de l'association qui porte. On disait bah non en fait faut que ce soit les jeunes, faut que ce soit lui qui présente parce que c'est leur projet. Nous on les accompagne et c'est vrai que ça s'est fait hein, mais il y a encore du travail là-dessus de se dire ben non c'est pas nous les adultes entre guillemets qui allons présenter. Effectivement on s'exprime peut-être de manière plus institutionnelle. Enfin là c'est leur projet et du coup les valoriser jusqu'au bout bah, c'est aussi leur laisser cette place-là du discours d'accueil, puisqu'il y avait quand même, il y avait la sous-préfète qui était là, enfin voilà, et du coup, c'est les jeunes qu'on parlait, c'était ultra valorisant, ils étaient super fiers d'eux, forcément. Merci beaucoup, Laurine. De laisser la place, le fait de valoriser, et je vois vraiment le lien de on part du projet, eux ils construisent tout, ils développent leurs compétences, mais aussi leur curiosité pour plein d'autres choses. Et en fait, ça sème des graines qui mènent à d'autres incidences qu'on ne maîtrise pas forcément, mais qui sont très chouettes. Alassane, tu voulais réagir par rapport à ça? Ah, on t'entend pas avec ton micro. Mince. Oui. Je voulais réagir par rapport à ça en disant que il n'y a rien d'exceptionnel en fait souvent dans les quartiers et je pense que ce qui est plutôt dérangeant, c'est de parfois pour des actions qui sont euh, on s'émeut pour des actions qu'on vient de citer, mais qui sont souvent en fait le quotidien et même qui existent un peu partout. Et je trouve que moi ce qui me choque le plus, c'est euh, de ne pas être capable de voir que toutes ces actions-là existent tout le temps, mais que ça soit de manière circonstanciée qu'on les mette en lumière. Et je trouve que pendant le Covid, en fait, on a mis en lumière plein de choses qui aujourd'hui on n'entend plus parler. Et pour autant, ces actions continuent à exister. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un fort potentiel humain ou de projets dans les territoires et qui est continu, en fait.
Et le fait de choisir le moment où on les met en exergue, pas en exergue, je trouve que c'est ça, en fait, qui dessert parfois les territoires, comme si ce qui est fait chez nous ou ce qui est fait dans d'autres territoires sont exceptionnels. Mais non, au contraire, c'est des choses qui existent tout le temps. Et c'est ça que j'aimerais, en fait, pouvoir passer comme message, de dire, en fait, à force de rendre exceptionnel ce qu'on, et d'ailleurs, merci pour le webinaire, hein, mais à force de parler de ce qu'on fait, et ça rejoint la question sur la médiatisation, et le fait de faire des vidéos, etc. Mais combien d'autres actions positives et de développement de territoire existent pour lesquelles on n'en parle pas? Et donc, en fait, ça me gêne presque aujourd'hui d'en parler ici, comme si c'était quelque chose d'exceptionnel, mais il faut en parler. Et c'est bien pour la jeune génération qui arrive derrière, parce que c'est un cercle vertueux. Plus on donne à voir de choses positives, plus elles sont performatives. Les mots sont performatifs et du coup, ça construit aussi un élan de choses positives. Et plus on donne à voir de choses négatives, bah, plus forcément ça donne l'aspect inverse. Et je trouve que c'est ce qui m'a un peu sidéré pendant le confinement, c'est un peu ça. On a fait la même chose avec les infirmières, comme si les infirmières étaient exceptionnelles que pendant cette période-là, et on n'entend plus parler d'elles. Mais elles font des choses exceptionnelles tout le temps. Mais sur les territoires, c'est la même chose. On fait des choses exceptionnelles tout le temps. Et il faudrait que ce soit tout le temps qu'on entende parler de ces choses exceptionnelles. Oui, donc mais en tout cas, c'est dans la volonté de ces temps-là, c'est bien on va dire, de valoriser des apprentissages, de valoriser pour que on s'inspire mutuellement, sans dire Bien que sûr, mais forcément les autres ne font pas bien, mais plus dans une perspective de partage et juste pour répondre sur cette question-là. non, mais c'était pas un reproche, hein, Louise, mais Je ne l'ai c'était pas pour pris dire comme qu'en tel. fait, comment? Je ne l'ai pas du tout pris comme un reproche. D'accord, d'accord. Mais je tenais à dire ça, c'est qu'en fait, parfois enfin, voilà, on banalise des choses qui méritent d'être sues, et à l'inverse, on a tendance à faire des tas de couvertures négatives sur des choses qui méritent d'être banalisées ou en tout cas pas être mises sur un pédestal à cette hauteur-là. Bon. Merci Alassane. Est-ce qu'il y a, je sais qu'il y avait une question qui t'avait été posée en particulier. Je Par voulais dire, rapport juste, je finis mon propos si ça ne dérange pas, Ah, Louise. pardon, je n'ai pas compris, excuse-moi. En fait, développer le pouvoir d'agir des habitants, je pense que c'est ce qui permet au territoire d'exister. On a parlé de résilience, mais plus on développe, on créera les conditions pour développer le pouvoir d'agir des habitants, plus ces conditions de résilience seront meilleures de manière générale. Et ce que je voulais signaler par là, c'est que il y a plein d'actions qui sont très fragiles et qui reposent beaucoup sur l'énergie que des habitants mettent en place pour que ça existe, mais qui ne sont pas toujours reconnues à leur juste valeur et qui ont tendance à, à ne pas être pérennisées et à disparaître avec le temps. Car souvent, on arrive, enfin, les personnes qui sont décideuses sur certains territoires opposent à chaque fois le coût d'une action à l'impact que l'action peut avoir. L'action peut avoir un impact positif, que ce soit humain, etc. Mais on a tendance à toujours dire bah, ça nous coûte tant. Je le dis par rapport à l'exemple de la recyclerie ou l'exemple de l'accompagnement scolaire. Mais quand on prend ça, certains gestionnaires regardent toujours l'aspect financier de la chose qui est certes un coût, mais si ça n'existait pas, quel autre coût ça aurait pour la société? Ça, on n'arrive pas toujours à le valoriser, le qualifier et le quantifier. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que toutes ces belles actions-là, elles ont un coût qui n'est pas négligeable, mais qu'il faut arriver à mettre en balance avec la réalité des choses sur nos territoires pour qu'elles continuent à perdurer. Parce que l'équilibre est encore assez fragile, je trouve. Et j'entends aussi, du coup, la notion de pouvoir valoriser l'impact différemment, l'impact, l'incidence que ça peut avoir aussi pour le territoire. Exactement. Je propose qu'on prenne quelques questions. Donc, notamment, il y avait la question par rapport en lien avec le cadre de vie. Vous participez à l'intergénérationnel comme vecteur de lien. Parvenez-vous à mettre en valeur ce type d'observation et comment le décliner en actions concrètes? Alassane, c'est pour toi. Comment est-ce que ça se passe pour mettre en œuvre l'intergénérationnel dans le quartier?
En ce qui concerne le cadre de vie, on sait que dans beaucoup d'endroits, il y a une grosse problématique. On a parlé de ça, j'en ai parlé tout à l'heure bah, sur le cadre de vie qui se dégrade parce qu'il y a des incivilités à certains endroits ou alors il y a des dépôts sauvages ou certaines choses. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure concernant la recyclerie. Et depuis l'émergence de la recyclerie, bah, on s'est rendu compte que le cadre de vie s'est amélioré, que la force vive des jeunes a permis de récupérer des meubles qui ont été customisés, customisés et puis revendus au sein de la recyclerie. Et, et du coup, d'un point de vue générationnel, je pense que l'image des jeunes a été redorée parce que les anciens ont vu que grâce au travail qui a été fait de participer à cette amélioration-là, bah, que finalement, c'est tout le monde qui y trouvait un intérêt. Ça, c'est un exemple. Donc, je ne sais pas si... Oui, si ça bah, répond. merci, c'est un bon exemple. C'est le fait que enfin, c'est une question aussi d'image mutuelle finalement qui change aussi dans le quartier. Oui, exactement. Ok, merci beaucoup. Laurine et Alassane, alors s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser poser des questions si vous en avez dans l'audience. Et sinon, je vous avais demandé de partager peut-être en 1 minute 2 ou 3 grands apprentissages que vous avez faits. Et pour aller plus loin, une ressource, une idée, une inspiration que vous souhaitez partager à tout le monde. Hmm. Est-ce que tu veux commencer, Alassane ou Laurine? Laurine. Oui, alors moi j'ai juste dû récupérer mon bébé, donc j'ai un petit bruit à l'arrière. Les problématiques du télétravail. Alors moi, ça n'a rien à voir avec le propos, mais c'est une belle inspiration du moment. C'est l'ouvrage sur la biographie d'Anaïs Nin, qui est une bande dessinée absolument magnifique sur la place de la femme en tant qu'auteur dans les années 50. Et les illustrations sont superbes. Et c'est ma dernière lecture, c'était mon cadeau de Noël. Et voilà, je voulais la partager. Merci Laurine. Alassane, et donc j'en profite, il y a une question qui vient de Mathilde, qui est est-ce que les intervenants pourraient partager des expériences loupées, des enseignements qu'ils en ont tirés? Donc ça va avec les grands apprentissages que tu pourrais nous partager. Alors, nous, expérience loupée, c'est plutôt comment mobiliser les gens, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, sur le quartier d'Haute-Pierre, la communication classique, le flyer, affiche, ce genre de choses, ça marche pas du tout. Et du coup, quand vous, pardon, pour les bruits derrière, quand vous créez une action, bah, justement, l'idée, c'est d'aller plutôt à la rencontre des gens et d'aller les voir et de discuter avec eux pour les faire venir à votre événement. Et du coup, voilà, le terme d'action ratée, ça a été de se dire super, ce sera plein. Et en fait, il y a 10 personnes qui venaient parce qu'on n'avait pas su faire une bonne communication et du coup de comprendre l'intérêt en fait des gens. Je coupe mon micro, ce sera. Merci beaucoup, Alassane. En tous les cas, nous, on est assez attentifs à ce que justement les expériences loupées du passé ne le soient plus. On parlait tout à l'heure de concertation. Je pense qu'on est attentif à ce que les horaires soient les bons horaires. On est attentif à ce que justement le jargon utilisé soit pas non plus un jargon hyper technique qui fait perdre tout le monde en route. On est attentif à ce que éventuellement le mode de garde soit prévu quand on sait que certains sont empêchés de participer à des instances de concertation ou des instances au sein du centre. Mais du coup, le mode de garde, il est à chaque fois aussi pris en compte, de manière à ce que justement, ça ne soit pas toujours les mêmes qui sont disponibles et les autres qui sont toujours empêchés. Ça, c'est aussi une préoccupation du moment. Et Est-ce que tu as d'autres apprentissages et sinon partager une ressource que tu as envie qui t'a inspiré pour tout le monde? Alors, parmi les autres apprentissages, j'ai non, je pense que j'ai fait le tour. Mais une ressource que j'ai envie de partager à tout le monde, c'est surtout le film que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, Le garçon qui voulait dompter le vent, ou Le garçon qui domptait le vent, et que je trouve fort en inspiration.
Euh, c'est l'histoire d'un gamin qui a pu venir en aide à tout son village à force d'abnégation, de persévérance. Personne ne croyait en lui. Et lui, il a trouvé le moyen d'étudier un peu, alors qu'il était un peu reculé de la scolarité. Et donc, il a trouvé le moyen de contourner, rentrer par la fenêtre et avoir des apprentissages. Et ces apprentissages ont permis de sauver une bonne partie de son village en créant, à partir de dynamo et de la force de résistance du vent, euh, un dispositif qui permettait l'irrigation et de justement relancer l'agriculture au sein de son pays. Mais il était le seul à y croire. Et à la fin, finalement, ça lui a donné raison. Et ben, donc ça, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup, que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Et je trouve que le garçon qui monte ça devant est fort d'inspiration. Pareil, c'est un film magnifique. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai entendu beaucoup de bien de ce film. Merci beaucoup. Merci à tous. Il est 14 heures, donc on va clôturer officiellement ce webinaire. Je voudrais vraiment dire un immense merci à toi, Alassane, et à toi, Laurine, pour votre présence, votre engagement au quotidien et tout ce que vous faites et à quel point vous êtes inspirants. Donc, merci beaucoup. J'espère que ça aura passionné les personnes présentes autant que moi. Mais vraiment, merci beaucoup pour votre temps et merci pour tout ce qu'on fait ensemble et voilà, et de continuer ensemble. Alassane? Pour raconter n'est pas un exercice très facile. Pour raconter soi-même, c'est pas très facile. Et donc, je pense que les autres sont toujours mieux placés que nous pour le faire. Et en tous les cas, je suis ravi de pouvoir exposer les expériences parce qu'en même temps, c'est aussi de faire l'écho de certains territoires, c'est intéressant, c'est important. Mais cela dit, n'hésitez pas à prendre contact pour éventuellement échanger davantage sur nos projets. Et puis, moi, je serais ravi de pouvoir échanger avec d'autres qui ont des approches similaires ou mieux que les nôtres. Bah, super, bah, du coup, si tu veux bien, je mettrai ton email dans l'email de suivi. Comme ça, les personnes peuvent te contacter. Ou bien sur LinkedIn. Ton LinkedIn, c'est Alassana Diallo. Peut-être que tu peux le mettre. Pareil pour Laurine, si tu veux, si jamais on peut te contacter. Oui, oui, bien sûr, tu peux mettre mon mail et puis bah merci beaucoup de nous avoir invités et de nous avoir laissé aussi s'exprimer. Hein. Et puis c'est vrai que c'était chouette parce que tu m'avais dit qu'on allait bien s'entendre sur nos projets, mais effectivement c'était très complémentaire et très intéressant de pouvoir discuter ensemble. Donc merci beaucoup Active Action pour ça. Et voilà, n'hésitez pas. C'est vrai que si vous avez des questions sur notre projet, il y a déjà notre site internet, mais vous pouvez me contacter effectivement. Merci beaucoup. Je mettrai tout ça du coup dans l'email de retour. Et si pour les personnes, si vous voulez mettre dans le chat pour rester en contact, vous voulez partager vos LinkedIn à Alassane ou pour les personnes, oui. Si des personnes sont curieuses de savoir comment fonctionnent les centres socioculturels, sachez que il y a la fédération nationale, régionale, départementale, et je pense qu'en allant un peu cliquer dessus, vous allez trouver pas mal de choses hyper intéressantes et inspirantes. Et pour finir, j'ai fait la rencontre d'une dame qui s'appelle Emma Villarem, qui a un laboratoire d'études et qui a mis en relation la santé mentale et physique pour les territoires en lien avec le lien social. Dans tous les quartiers où il y avait du lien social fort, il se trouve que la résilience est plus forte et que au niveau de la santé mentale et physique, bah, ça avait tendance à suivre la même courbe, d'avoir une résistance meilleure. Donc, c'est autant de personnes intéressantes qui, je pense, peuvent être inspirantes pour ces sujets-là. Est-ce que tu pourras m'envoyer la référence, comme ça je la partage à tout le monde? Parfait. Merci. Emma, elle s'appelle Emma Villarem et c'est CityLab et je vous enverrai des réponses. Ok, super. Et là, tu as une demande de connexion de la part de Marion qui travaille avec les personnes réfugiées dans le 93. En tout cas, merci à tous. Moi, j'arrête l'enregistrement pour tous ceux qui ont envie de rester parler de manière plus informelle, disons. Je reste en ligne et pas de souci.